Face aux immensités du cosmos et aux gouffres béants de l'éternité, notre existence sur Terre apparaît infinitésimale, précaire, fugace. Le temps file sans jamais revenir en arrière, et nous nous succédons, puis nous nous oublions, emportés dans notre marche, seuls dans la nuit. Dans cette solitude, nous scrutons les étoiles, en quête d'un signe. Nous tendons l'oreille au silence du monde, qui parfois nous répond, dans des tonalités de mystère. Nous attendons un miracle. Mais se pourrait-il qu'un tel miracle émerge non pas d'ailleurs, mais des profondeurs de notre propre être? Peut-on faire de nos vertus un flambeau pour éclairer la nuit? Que pouvons-nous accomplir ensemble face à la tragédie de la vie? Je m'appelle Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Ce que nous appelons l'ordinaire, le familier, la banalité du monde qui rythme notre quotidien, n'a pas la réalité objective que l'on lui prête. Ce n'est qu'un outil, une carte mentale aux contours rassurants qui nous donne l'illusion de stabilité dans un monde incertain. Elle allège un peu le fardeau de l'existence. Mais au-delà de cette réalité familière, s'étendent les infinis de l'espace et du temps. Et parfois, cette perception ordinaire nous aveugle. Elle voile l'extraordinaire et le merveilleux qui nous entoure. Dans cet épisode, nous n'évoquerons ni les miracles religieux, ni ne chercherons à les discréditer. Nous tenterons plutôt de prendre du recul, de questionner ce qui fait qu'un événement devient fabuleux, prodigieux. Car il existe des instants qui bouleversent l'ordre établi, qui dépassent ce que l'on croyait possible. Et ces miracles, nous allons voir qu'ils existent, et même qu'il nous arrive de les créer nous-mêmes. Depuis toujours, l'homme observe les oiseaux. Il admire leur grâce, envie leur liberté, leur capacité à danser dans le ciel. Combien ont tenté de les imiter, mus par le rêve, l'optimisme, ou parfois une douce folie, et se sont jetés dans le vide, avec toujours les mêmes conséquences cruelles. L'homme ne peut pas voler, c'est un fait. Alors pourquoi y revenir encore? Pourquoi défier cette réalité? Peut-être parce qu'il faudrait un miracle pour lui donner des ailes. Ce rêve, ancestral et universel, habite depuis toujours le cœur de l'humanité. Qui n'a jamais rêvé de s'élever dans les airs, libre des chaînes de la gravité, porté par le vent comme un oiseau? Ce désir de voler traverse les âges, les cultures et les mythes. Parmi les récits qui en expriment la puissance avec le plus d'intensité, figure celui raconté par le poète latin Ovide, dans le livre 8 des Métamorphoses. Il met en scène Dédale, un architecte athénien exilé en Crète avec son fils Icare. Invité par le roi Minos pour mettre ses talents au service de la cour, Dédale y construit le célèbre labyrinthe, destiné à enfermer le redoutable Minotaure. Mais lorsque Thésée parvient à vaincre le monstre, Dédale lui vient secrètement en aide.
Pour cet acte de trahison, le roi Minos le condamne à la réclusion à perpétuité dans le labyrinthe qu'il a lui-même conçu. Prisonnier avec son fils, Dédale imagine alors une évasion audacieuse. Il fabrique des ailes artificielles en assemblant des plumes d'oiseaux fixées à une armature de bois par du lin et de la cire. Avant de prendre leur envol, il avertit Icare. Ne vole ni trop bas, car l'humidité de la mer alourdirait ses ailes, ni trop haut, car la chaleur du soleil pourrait faire fondre la cire. Les deux s'élancent alors dans le ciel en direction de la Sicile. Mais grisé par l'altitude et grisé par la liberté, Icare désobéit. Fasciné par la lumière, il s'élève toujours plus haut, trop près du soleil. La cire fond, les ailes se disloquent, et le jeune homme chute dans les flots. Dédale, quant à lui, poursuit sa route et atteint la terre ferme, seul et endeuillé. Cette légende, à la fois porteuse d'espoir et empreinte d'avertissement, nous parle de l'ambition humaine. Elle célèbre l'audace de ceux qui rêvent de dépasser leurs limites, mais rappelle que l'excès de confiance peut précipiter la chute. Voler, c'est toucher au domaine des dieux, et cela se paie parfois très cher. Des siècles plus tard, ce mythe enflammera l'imagination d'un jeune moine bénédictin anglais, Elmer de Malmesbury. Inspiré par Dédale, il décide à son tour de défier les lois de la nature. Il conçoit une paire d'ailes rudimentaires, attachées à ses mains et à ses pieds, puis grimpe au sommet de la tour de son abbaye. Dans un geste de foi et de grande témérité, il se jette dans le vide. Miraculeusement, il parvient à planer sur près de 200 mètres. Mais à l'atterrissage, il se brise les 2 jambes et restera estropié à vie. Il devient ainsi l'un des premiers hommes à connaître la malédiction d'Icare, ce prix cruel que l'on paie parfois pour vouloir imiter les dieux. Pourtant, Elmer n'était pas le premier à rêver de voler avec des ailes. 3 siècles avant lui, en Andalousie, un inventeur berbère du nom d'Abbas Firnas tente lui aussi l'impossible. Poète, savant et musicien, il s'élance du haut d'une falaise à l'âge de 60 ans, avec une machine volante garnie de plumes. Il plane quelques instants dans les airs avant de s'écraser au sol. Par miracle, il s'en sort avec une blessure au dos, mais sans séquelles graves. Au XIIIe siècle, le philosophe franciscain Roger Bacon, souvent considéré comme l'un des précurseurs de la méthode scientifique, imagine déjà la possibilité pour l'homme de voler à l'aide d'un dispositif équipé d'ailes battantes. Il esquisse quelques concepts audacieux qui, des siècles plus tard, inspireront l'un des plus grands esprits de la Renaissance. Cet homme, c'est Léonard de Vinci, génie aux multiples facettes. Philosophe, architecte, ingénieur, scientifique, mais aussi artiste de génie, à qui l'on doit notamment la célèbre Joconde. Léonard
incarne l'idéal du polymathe. Fasciné par le vol, il observe minutieusement le comportement des oiseaux et consigne ses observations dans des dizaines de carnets. Il y dessine plus d'une centaine de machines volantes, parmi lesquelles des ailes articulées, des planeurs et même une étonnante vis aérienne, ancêtre conceptuel de l'hélicoptère. Il construit même des modèles réduits. Toutefois, toutes ces machines, mues par la seule force humaine, se révèlent trop lourdes pour quitter le sol. Pire encore, ces recherches resteront dans l'ombre. Jamais publiés, ces manuscrits ne seront redécouverts qu'à la fin du XVIIIe siècle, longtemps après sa mort. À la même époque que Léonard, un certain Jean-Baptiste Dante, mathématicien et ingénieur italien, tente de concrétiser le rêve du vol. Vers 1490, il conçoit un planeur en forme d'aigle et se lance du sommet d'une tour surplombant le lac Trasimène. Il plane un bref instant avant de retomber. Plus tard, à l'occasion d'un mariage noble, il réitère l'expérience avec un nouveau prototype. Malheureusement, l'une des ailes se brise en vol. Il chute sur le toit d'une église et se fracture une jambe. Un siècle plus tard, en 1612, l'artiste Paolo Guidotti, peintre et sculpteur italien, tente à son tour l'expérience. Après plusieurs essais discrets, il se jette du haut de la plus haute tour de Lucques, muni d'ailes renforcées par une armature faite de fanons de baleine. Là encore, l'essai tourne mal. Il traverse le toit d'une maison et se brise une jambe. Vers la fin des années 1640, en Angleterre, John Wilkins, évêque de Chester, scientifique et membre fondateur de la Royal Society, s'intéresse lui aussi à la question du vol. Il pense que les échecs des tentatives précédentes sont principalement dus au manque de pratique. Dans ses écrits, il imagine un chariot volant, une sorte de planeur qu'il faudrait adapter aux dimensions humaines. En 1655, le célèbre polymathe Robert Hooke lui propose plusieurs plans de machines volantes. Mais tous deux commencent à entrevoir les limites imposées par la force musculaire humaine. En 1678, à Sablé-sur-Sarthe, un serrurier français, connu sous le nom de Bagné, conçoit un étrange appareil censé permettre de naviguer dans l'air à la manière d'un nageur dans l'eau. Il effectue une démonstration publique au-dessus d'une rivière. L'événement fait sensation et attire l'attention du Journal des Savants, la plus ancienne revue scientifique d'Europe. C'est par ce biais que Robert Hooke entend parler de l'expérience. Il en conclut que la force humaine seule est insuffisante pour faire battre les ailes mécaniques de façon efficace. Mais ces conclusions n'entament pas l'enthousiasme de certains. En 1742, le marquis de Bacqueville, inventeur français quelque peu excentrique, tente sa chance. Équipé d'ailes fixées à ses bras et ses jambes, il s'élance depuis le toit de son hôtel particulier à Paris. Il parvient à planer sur près de 300 mètres au-dessus de la Seine, avant de s'écraser dans un bateau lavoir. Résultat, une jambe cassée, mais une tentative restée dans les annales. Près de 40 ans plus tard, par un froid matin de 1782, un fabricant de papier tente de réchauffer sa chemise au moyen d'un feu de papier dans sa cheminée. À la grande surprise de l'homme, la chemise se gonfle d'air chaud et s'élève dans les airs. Cet homme s'appelle Joseph de Montgolfière. Intrigué,
Joseph renouvelle l'expérience avec un simple cube de taffetas de soie, qui flotte jusqu'au plafond. Il comprend alors qu'un volume rempli d'air chauffé devient plus léger que l'air ambiant. Avec l'aide de son frère Étienne, il construit un premier ballon en papier doublé de soie. Celui-ci s'envole au-dessus du couvent des Célestins, marquant la naissance d'un nouveau mode de vol. Le 4 juillet 1783, les frères Montgolfière organisent une démonstration publique sur la place des Cordeliers à Annonay. Leur ballon, haut de 12 mètres, s'élève dans le ciel, porté par un feu composé de paille humide et de laine, et atteint l'altitude impressionnante de 1000 mètres avant de redescendre. Le succès est retentissant. Quelques mois plus tard, une nouvelle expérience est organisée à Versailles, en présence du roi Louis XVI et de sa cour. À bord du ballon, un coq, un canard et un mouton, premiers passagers de l'histoire aérienne. L'aérostat s'élève jusqu'à 3500 mètres, prouvant que la vie peut survivre à une telle ascension. Puis vient le grand jour. Le 21 novembre 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier, accompagné du marquis d'Arlandes, s'élève au-dessus de Paris à bord d'un ballon à air chaud. Ce vol marque le tout premier voyage aérien habité de l'histoire. Pour la première fois, l'être humain s'arrache réellement à la pesanteur. Dès lors, les ballons, ou aérostats comme on les appelle, ne cesseront d'être perfectionnés. Pourtant, le miracle reste partiel. Oui, l'homme vole, mais pas encore de ses propres ailes. Ces engins, aussi fascinants soient-ils, restent dépendants du vent et des caprices de la météo. Alors, une question demeure, en suspens, comme ces ballons dans le ciel. Que faudra-t-il pour que l'humanité déploie enfin ses ailes? Pour que l'homme vole non plus au gré des airs, mais par sa propre force, sa propre volonté, son propre génie. La réponse au rêve ancestral du vol humain viendra d'un inventeur et ingénieur anglais visionnaire, Sir George Cayley. Issu d'une famille aisée, il aborde la question du vol avec une méthode rigoureuse et scientifique. Observant attentivement le vol des oiseaux, il réalise de nombreux calculs et expériences, posant ainsi les fondations de l'aérodynamique moderne. Cayley comprend que pour faire voler un objet, il faut appliquer à une surface une force capable de vaincre la résistance de l'air tout en soutenant le poids de la machine. Il découvre le principe de portance généré par un plan incliné et met au point un appareil qu'il baptise bras rotatif, un dispositif ingénieux destiné à tester la résistance de l'air sur différentes formes de matériaux. Il identifie les 4 forces fondamentales agissant sur tout appareil en vol: la portance, la traînée, le poids et la poussée. Une avancée capitale. Fort de ces découvertes, Cayley construit plusieurs modèles de planeurs, dont 3 à échelle humaine. L'un d'eux, une sorte de barque suspendue sous une aile fixe, équipée d'une queue pour la stabilité, parvient à s'élever brièvement dans les airs avec à son bord son propre cocher. Une expérience étonnante, restée longtemps méconnue. Conscient que la force humaine ne suffira jamais à maintenir un engin en vol, Cayley propose déjà, avec une remarquable prescience, d'utiliser un moteur à combustion interne pour actionner une hélice. Ces idées inspirent William Samuel Hanson, qui conçoit un projet audacieux, un monoplan à vapeur équipé de 2 hélices. Il construit plusieurs modèles réduits de son chariot aérien, mais aucun ne parvient à décoller. La théorie est prometteuse, mais la puissance motrice manque encore. En 1856, un marin et inventeur français, Jean-Marie Lebris, réussit une avancée spectaculaire. À l'aide d'un cheval qui tracte son planeur, baptisé l'Albatros, sur une plage, il parvient à s'élever dans les airs. Son appareil plane sur 200 mètres et atteint une altitude de 100 mètres avant de s'écraser.
C'est la première fois qu'un aéronef plus lourd que l'air vole plus haut que son point de départ. L'année suivante, un autre Français, Félix du Temple de la Croix, officier de marine, construit un modèle réduit d'aéroplane à moteur. Son appareil, équipé d'une hélice actionnée par un mécanisme d'horlogerie, parvient à décoller brièvement. Une étape symbolique sur le long chemin vers le vol motorisé. Puis, en 1871, un ingénieur britannique du nom de Francis Wenham révolutionne l'étude du vol en construisant la première soufflerie de l'histoire. Grâce à cet outil, il découvre que les ailes incurvées ou profilées produisent une portance bien supérieure à celle prédite par les calculs de Cayley. Sa démonstration est claire. Construire un appareil plus lourd que l'air, capable de voler, n'est plus une utopie, à condition de trouver une source d'énergie assez puissante pour le faire décoller. À la même époque, un inventeur français de génie, Alphonse Pénaud, fait une avancée remarquable dans l'histoire de l'aviation. Il conçoit et fait voler un petit modèle réduit, révolutionnaire, le planophore. Ce monoplan miniature, propulsé par une hélice arrière, mue par un simple élastique, est le tout premier appareil à être aérodynamiquement stable. Lors de ses essais, il parcourt une distance d'environ 60 mètres en vol parfaitement contrôlé, une prouesse pour l'époque. Le planophore est si en avance sur son temps qu'Alphonse Pénaud dépose un brevet pour la version grandeur nature de l'appareil. Il y décrit déjà des concepts qui deviendront la norme dans l'aviation moderne. Train d'atterrissage rétractable, voilure en flèche, cockpit fermé, instruments de bord et même un manche à balai pour diriger l'appareil. Mais c'est ici que les choses prennent une tournure tragique. Faute de financement, Pénaud sollicite Henri Giffard, l'inventeur du premier dirigeable à vapeur, pour l'aider à concrétiser son projet. Hélas, Giffard décline. Il ne croit pas à la faisabilité du vol avec un appareil plus lourd que l'air. Accablé de douleurs physiques liées à une maladie chronique du genou, obligé de marcher avec des cannes et brisé moralement par cet échec, Pénaud sombre dans le désespoir. Le 22 octobre 1880, à seulement 30 ans, il met fin à ses jours d'un coup de revolver. Avant de mourir, il fait livrer à Giffard un petit cercueil de bois renfermant l'ensemble de ses travaux. À l'intérieur se trouvent les plans d'un avion aux caractéristiques étonnamment modernes. Si les circonstances avaient été plus favorables, Alphonse Pénaud aurait peut-être été le premier à concrétiser le rêve d'Icare. Pendant ce temps, la course à la conception d'un moteur suffisamment léger et puissant pour faire voler un aéroplane se poursuit. Félix du Temple poursuit ses recherches. Il parvient à construire un petit avion équipé d'un moteur à vapeur qu'il fait tester par un jeune marin. Mais l'appareil, trop lourd, ne parvient pas à quitter le sol. En juillet 1875, l'Anglais Thomas Moy tente son tour avec son Aerial Streamer, un engin doté d'un moteur à vapeur de 3 chevaux. Sans pilote à bord, l'appareil roule, mais n'atteint jamais la vitesse critique nécessaire pour décoller. En 1884, le Russe Alexandre Mosaïski teste un aéroplane équipé d'un moteur à vapeur, lancé depuis une rampe d'élan. Là encore, l'engin ne s'élève pas. Il se pose immédiatement après avoir quitté le sol. Enfin, un autre nom entre en scène, Sir Hiram Maxim, célèbre pour avoir inventé la mitrailleuse automatique. Passionné par le vol, il construit une immense soufflerie pour tester ses idées et conçoit une machine colossale dotée d'une envergure de 32 mètres et équipée de 2 moteurs à vapeur développant 180 chevaux au total. Son appareil, monté sur des rails, n'est pas censé voler, mais simplement démontrer la portance que ses ailes peuvent produire.
Pourtant, lors des essais, la puissance de la poussée est telle que l'engin quitte brièvement le sol, arrache les rails supérieurs et s'écrase. L'expérience, coûteuse et spectaculaire, met fin aux ambitions aéronautiques de Maxime. Le premier vol motorisé d'un engin plus lourd que l'air sera accompli par un inventeur français au génie visionnaire, Clément Ader. Son appareil, l'Éole, est une étrange machine inspirée de la chauve-souris aux ailes souples et recourbées. Propulsé par un moteur à vapeur de 20 chevaux, l'engin parvient à quitter brièvement le sol, parcourant une courte distance à quelques dizaines de centimètres d'altitude avant de se poser. Ce vol historique, bien que contesté, marque un jalon crucial dans la conquête de l'air. Mais il manque encore une chose essentielle, le contrôle. Dans les années 1890, un homme au courage exceptionnel s'avance sur le chemin des cieux. Il ne se contente pas de rêver, il vole régulièrement et aux commandes des planeurs qu'il conçoit lui-même. Son nom, Otto Lilienthal, que l'histoire retiendra comme l'homme volant. Ingénieur et observateur infatigable de la nature, il étudie minutieusement le vol des oiseaux, en particulier celui des cigognes, et applique ses observations à la construction de ses machines. Il devient le premier homme à être photographié en plein vol. Lilienthal réalisera plus de 2000 vols planés, totalisant près de 5 heures dans les airs. Mais, par un triste jour d'août 1896, au cours d'un vol, il perd le contrôle de son planeur et s'écrase. Il succombe à ses blessures à l'âge de 48 ans. Sa dernière phrase aurait été « De petits sacrifices doivent être faits ». Il s'est éteint sans avoir vu l'horizon se lever, alors même qu'il en avait tracé le chemin de ses propres mains. Dans ses traces, l'Anglais Percy Pilcher poursuit les expérimentations. Il construit plusieurs planeurs performants et établit un record de distance en vol plané, atteignant 250 mètres. Il projette alors de construire un aéroplane motorisé à 3 plans superposés. Mais, en 1899, il subit le même sort tragique que Lilienthal. Victime d'un accident de vol, il meurt 2 jours plus tard, sans avoir repris connaissance. Si le destin lui avait laissé le temps de finaliser sa machine, il aurait peut-être été le premier à voler avec un moteur. Pilcher et Lilienthal étaient en correspondance avec Octave Chanute, ingénieur américain d'origine française, figure clé de l'histoire de l'aviation. Trop âgé pour voler lui-même, Chanute s'associe à de jeunes expérimentateurs et conçoit de nombreux planeurs, posant les bases de la structure biplane. Contrairement à d'autres, il partage ses découvertes librement, persuadé que le progrès doit être collectif. Il joue un rôle de passeur, de catalyseur, d'inspirateur. Dans un discours, il déclare « Ainsi soit-il. Espérons que l'avènement d'une machine volante réussie, aujourd'hui à peine entrevue, mais néanmoins jugée possible, n'apportera que du bien dans le monde. Qu'elle réduira les distances, rendra toutes les régions du globe accessibles, rapprochera les hommes, fera progresser la civilisation et hâtera l'ère promise où il n'y aura plus que paix et bonne volonté entre tous les hommes. » Pendant ce temps, aux États-Unis, un autre pionnier tente l'impossible. Samuel Langley, astronome et physicien de renom, s'attaque lui aussi au défi du vol motorisé. Grâce à ses essais en soufflerie, il affine sa compréhension des lois aérodynamiques, en particulier du lien entre la portance et la forme des ailes. Langley conçoit plusieurs modèles réduits à vapeur. En 1896, son aérodrome numéro 5, catapulté depuis une péniche en gare sur la rivière Potomac, effectue 2 vols spectaculaires de 700 et 1000 mètres, bien au-delà de tout ce qui avait été accompli jusque-là. Impressionné, le gouvernement américain, à la recherche d'un aéronef militaire, lui accorde le soutien du Smithsonian Institution, un financement de 50 000 $ pour réaliser un modèle grandeur nature équipé d'un moteur à essence.
Mais les années passent et les difficultés s'accumulent. La conception du moteur s'avère plus complexe que prévu. Lorsqu'enfin, en octobre 1903, l'aéroplane est prêt, il échoue spectaculairement. Il s'écrase dans le fleuve dès son lancement. Une seconde tentative, le 8 décembre de la même année, se solde par un nouvel échec. Samuel Langley, homme fier et scientifique respecté, ne se remettra jamais de cette défaite. Pourtant, ses recherches, ses observations et ses essais techniques auront grandement contribué à la conquête des cieux. À ce moment de l'histoire, on pourrait croire que tout est perdu pour les machines volantes plus lourdes que l'air. Malgré les moyens financiers hors du commun et les ressources de l'État américain, les aéroplanes ne volent pas. Peut-être le rêve d'Icare n'est-il qu'un mirage de l'imaginaire. Peut-être que l'homme ne volera-t-il jamais comme un oiseau. Pourtant, à peine 9 jours après l'échec de Samuel Langley, sur une dune de sable près de Kitty Hawk, 2 fabricants de bicyclettes vont changer le cours de l'histoire à jamais.